Bonjour et bienvenue sur l'émission de Cœur à Cœur du podcast de l'ECI. Aujourd'hui, je reçois Steve Hérault, hypnothérapeute et naturopathe, que vous retrouvez en interview également dans le webzine Explorer de cet été, et qui va animer un atelier autour des biais cognitifs à l'école du coaching inclusif. Alors c'est parti, laissons-nous bercer par la douce voix de Steve. Bonjour Steve Hérault, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien, merci. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir répondre à tes questions et de développer un petit peu aujourd'hui. C'est parfait. Alors, pour vous en dire un peu plus, nous nous connaissons puisque tu me suis en tant que thérapeute et que moi je te suis en tant qu'observatrice du genre humain. Et en plus, nous sommes collègues. Steve est hypnothérapeute et naturopathe. Il exerce à Pont-l'Abbé, à 2 pas de Pinmar, en Finistère, où se situe l'école du coaching inclusif. Il va animer un atelier mardi 28 novembre de midi à 14h via Zoom, qui se nomme « Découvrir les biais cognitifs ». Alors, je vais vous faire le pitch. Le mystère des biais cognitifs, ces subtilités secrètes et discrètes de l'esprit qui influencent nos pensées et nos décisions sans que nous le réalisions. Explorer les méandres de certains biais et apprendre à les reconnaître pour questionner de façon plus juste et éclairée. Élargir vos perspectives, cultiver votre esprit critique et défier les limites imposées par ces biais. Voilà le pitch de l'atelier de Steve. Donc moi, on part là-dessus. Les biais me font fortement penser à des croyances limitantes. Quelles sont les différences ? Alors à mon sens, une croyance représente la conviction plus ou moins forte avec laquelle l'esprit reconnaît la vérité, ou plutôt une vérité, parce qu'il y a plusieurs vérités, on va dire, qui est propre à chacun selon nos perceptions, ou la réalité d'un élément. En revanche, un biais cognitif lui correspond à une déformation dans le processus de raisonnement qui conduit à tirer des conclusions hâtives à partir d'observations. Mais bien que la conclusion puisse être correcte, le raisonnement sous-jacent, lui, va être défectueux. Et donc, par exemple, celui qui adhère à une croyance est généralement conscient de cette conviction et il l'assume. Tandis qu'en revanche, une personne sujette à un biais cognitif, lui, elle va être souvent inconsciente de son erreur de raisonnement, bien qu'elle puisse en prendre conscience et ajuster ses conclusions si elle se révèle erronée. Donc les biais sont un peu plus insidieux que les croyances, en fait. Oui, Est-ce qu'il y a des biais qui sont courants ? Alors, il y en a qui vont être plus courants que d'autres, mais tout en sachant qu'il en existe quand même plus de 250, qu'on en découvre encore au fur et à mesure des études réalisées par, en général, des psychologues et des chercheurs en université, et que chacun de ces biais, en fait, se décline en sous-catégories aussi. Donc, voilà, c'est de manière exponentielle, on arrive à des chiffres assez importants concernant tous ces biais. Mais je dirais que pour ceux auxquels nous sommes confrontés le plus régulièrement, il y a le biais de confirmation tout d'abord, donc qui lui a été mis en évidence par Peter Weston, il me semble, donc lui qui était un psychologue et un enseignant à l'université de Londres, il me semble, donc ça date un petit peu. Et c'est un pionnier dans ces mécaniques du raisonnement, en fait. Et donc le biais de confirmation, lui, va désigner la tendance que nous avons à nous ouvrir plus facilement aux contenus qui trouvent déjà écho dans nos propres convictions, plutôt qu'à ceux qui entraîneraient des doutes ou une remise en question. Et donc, par exemple, un biais de confirmation comme ça, quelqu'un qui a une opinion politique ou religieuse particulière ne va consommer que des médias qui reflètent et renforcent cette opinion et va rejeter les points de vue différents ou opposés. Ou bien on peut avoir aussi il y a des exemples comme ça dans l'univers professionnel, par exemple, il y en a beaucoup. Et comme par exemple un chef d'entreprise qui est convaincu que sa stratégie actuelle est la meilleure et qui ne considère que les informations qui soutiennent cette stratégie en ignorant les signes qui indiquent la nécessité d'un changement. Et cela peut conduire à une résistance au changement et donc à une perte de compétitivité, voire à une faillite, à un écroulement, etc. etc. Et il y a notamment la société Nokia qui a connu ça il y a quelques années maintenant, puisque Nokia, qui était dans son positionnement très précoce dans le domaine de la téléphonie,
avec un succès international, et comme on connaît, hein, les fameux les 32-10, les 33-10 qui étaient incassables, et voilà, on s'en retrouvera pas, mais... Et en fait, donc ça a été jusqu'en 2011, hein, où ils ont été vraiment les leaders sur le marché de la téléphonie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas vraiment suivi la révolution du smartphone, en fait. Ils n'ont pas voulu emboîter le pas des smartphones, et en fait, ils se sont fait complètement manger à ce moment-là. Et ils ont été rachetés en 2014 par Microsoft à la suite de tout ça, puisque Samsung a explosé à ce moment-là. Comment ça a changé, enfin, ta manière, oui, d'aborder les gens ou tes clients Alors moi, ça me permet d'avoir un prisme de vue supplémentaire, du coup, selon les situations, selon le vécu, et les situations que peuvent rencontrer les gens dans leur vie, en fait, tout simplement. Et donc de leur apporter un point de vue différent et plus élargi, pour une meilleure compréhension de ce qui peut les amener à faire, entre guillemets, des mauvais choix, sachant qu'il n'y a pas de mauvais choix, il y a plutôt des expériences. Mais voilà, ça permet d'apporter ce point de vue un petit peu différent, et sur des choses qui nous impactent, en fait. Voilà, les biais cognitifs, c'est des choses qui nous impactent globalement tous les jours, et sans qu'on s'en rende compte, vraiment. C'est totalement inconscient, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le programme de l'atelier que tu vas donner? Donc comme j'ai expliqué, on aura sur les biais de confirmation notamment. Il y en aura 3 en fait principaux auxquels on se retrouve assez confronté régulièrement. Donc le biais de confirmation, comme on l'a évoqué. Il y aura aussi le biais de disponibilité, qui sont des erreurs de raisonnement qui se produisent lorsque les informations les plus disponibles dans notre esprit deviennent des facteurs prépondérants dans notre prise de décision, en fait, et au détriment d'informations moins disponibles mais peut-être plus pertinentes et plus fiables. Donc là, par exemple, on a les plus flagrants. Il y a notamment dans les biais de disponibilité, donc en sous-catégorie, il y a le biais de l'actualité, donc qui se produit quand on accorde une importance excessive à un événement qui a eu récemment lieu, en fait. Et de par le fait que ce soit frais dans la mémoire, on va un peu amplifier ce phénomène. Donc, par exemple, il y a eu un accident d'avion qui est vraiment couvert par les médias de manière un peu lourde, hein, voilà, très, très régulièrement, matin, midi, soir, etc. On va être plus enclin à penser que prendre l'avion est dangereux. Même si statistiquement, c'est le moyen de transport le moins dangereux. Et pour amener ça à une pratique de coach, un prof par rapport à ses élèves, ou je ne sais pas encore, un public. S'il y a une difficulté au niveau professionnel, par exemple, si je reçois quelqu'un qui a dans son métier des difficultés à accéder à un objectif, ou peut-être l'obligation d'un certain chiffre d'affaires, ou d'un nombre de ventes, ou X ou Y, et qu'il peut y avoir un blocage. Donc confirmation, disponibilité, actualité. Est-ce que tu... Oui, exact. Ouais, il y a confirmation et ancrage, voilà. Et ancrage, confirmation, disponibilité et ancrage. Et ancrage? Alors les biais d'ancrage sont des erreurs qui se produisent lorsque les individus se concentrent de manière excessive sur une information particulière lors de la prise de décision ou de l'évaluation d'une situation. Donc ces biais peuvent influencer les décisions de manière significative, en particulier lorsque les décisions doivent être prises rapidement. Donc les personnes ont peu d'informations à disposition, du coup. Alors par exemple, on peut, lors de la rencontre d'une personne, la première fois qu'on rencontre cette personne, on peut avoir une mauvaise impression, qui peut être complètement erronée, on ne la connaît pas finalement. Et donc on va être quand même influencé par cette première impression, voire peut-être influencé par quelqu'un qui nous a dit que « ouais, mais lui, etc. » Voilà, ce genre de choses. Alors qu'on ne s'est même pas fait notre propre avis. Et en fait, la personne va être complètement différente de ce qu'on a pu nous dire, ou de ce qu'on a pu ressentir sur les 10 premières secondes, on va dire. Alors, l'intuition parfois peut être très juste, et on peut taper dans le mille dès le départ. C'est ce que j'allais dire, il y a cette partie-là aussi. C'est quand même toujours d'aller vérifier, d'aller confirmer si notre ressenti
voilà, en général juste, mais de se faire quand même son opinion un peu plus poussée derrière. Et encore plus si c'est lié à quelqu'un qui nous a dit que. Voilà. Merci pour ces précisions sur les biais cognitifs qui sont au programme de ton prochain atelier. Revenons à vous, monsieur Hérault, vous qui avez 2 métiers, hypnothérapeute et naturopathe. Alors j'ai envie de te demander, de manière un petit peu naïve, lequel tu préfères? Vous allez confirmer soi-même. Les deux en réalité parce que je les mélange. La naturopathie, c'est vraiment, on va dire, le côté plutôt physiologique, le côté scientifique, on va dire, vraiment dans la biologie du corps humain. Et je vais utiliser l'hypnose dans le côté émotionnel, le côté spirituel aussi, voire énergétique aussi. Et donc dans ma perception, je considère que l'être humain, c'est cette globalité. Il y a l'aspect physiologique, médical, scientifique de l'être humain, mais il y a aussi cet aspect émotionnel, spirituel, énergétique. Et à ce moment-là, le fait de mélanger les deux me permet d'avoir la vision complète par rapport à la personne que je reçois et de pouvoir trouver le point de départ de la difficulté, de l'épreuve, de la pathologie, etc., etc. Donc les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Et c'est pour ça que je les mélange quasiment à chaque fois lors des séances, quoi. Mmh. Et comment tu gères a priori, les gens qui viennent te voir sont convaincus, mais les a priori justement des gens que les gens peuvent avoir sur tes métiers quand tu te présentes, Steve, Ouais. hypnothérapeute, naturopathe. C'est d'expliquer vraiment de manière très simple, presque un peu de vulgariser. La naturopathie, moi je l'explique quasiment à chaque fois en disant que c'est une forme de médecine naturelle qui vise à rééquilibrer les fonctions vitales du corps via des méthodes naturelles. Donc il y a notamment l'alimentation bien sûr qui vient en premier, mais il y a aussi l'aromathérapie, la phytothérapie, la gémothérapie, l'iridologie, il y a la réflexo, les massages, etc. Enfin il y a vraiment tout un panel très complet qui va être décliné sous la naturopathie. Et puis l'hypnose, de simplement expliquer que l'hypnose est un état naturel, on le sait maintenant, et que tout le monde vit tous les jours, plusieurs fois par jour. Et là, je cite toujours les deux exemples les plus flagrants qui sont notamment quand on lit un livre. Et c'est ce moment où, après avoir fini un chapitre ou un paragraphe, on se dit « mais j'ai rien compris de ce que je viens de lire », et on sait qu'on a tout lu. Ça, c'est un état d'hypnose. Ah oui, moi je pensais plutôt à l'état dans lequel tu te trouves quand tu lis, en fait, quand tu es embarqué dans une histoire et qui est super apaisant finalement. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est un petit peu, il y a une petite subtilité, ouais. Il y a une petite subtilité. Mais tu peux très vite glisser dans cet état d'hypnose, justement, parce que c'est un état, en fait, où tu te sens vraiment, mais super bien, en fait. Tu es complètement apaisé. On est là, mais on n'est pas là. Ça arrive aussi beaucoup quand on conduit. On fait des kilomètres, et puis à un moment donné, on se dit, mais je suis déjà là, mais je suis passé par où? Et on se rappelle pas du trajet. Donc là, c'est de se rassurer, parce qu'effectivement, quand on conduit en état d'hypnose, on conduit super bien, on s'en rend pas compte. Mais tout est respecté à la lettre. Les feux, les stops, les priorités à droite, etc., etc. À la différence de l'état de fatigue, qui lui nous fait faire des conneries. Donc, ça. Entre guillemets, d'éventuelles réticences qui peut parfois y avoir. Là, c'est pareil, de donner des exemples dans la vie de tous les jours, des exemples très concrets. Il y en a un que je donne assez régulièrement, notamment par rapport à l'hypnose, mais on va dire plus encore le domaine spirituel, voire énergétique. L'exemple que je donne, c'est celui des battements du cœur, en fait. Les battements du cœur, on sait comment ça fonctionne scientifiquement, médicalement, on l'a bien compris maintenant. On sait que c'est une impulsion électrique qui est relayée par le phosphore, le magnésium, le potassium, etc. Que tout ça est influencé par tout le système hormonal aussi, selon ce qu'on vit, si on a peur, si on doit fuir, courir, combattre, etc., etc. Il y a des hormones qui rentrent en jeu là-dedans qui vont modifier le rythme cardiaque, etc. Donc ça, on l'a bien compris techniquement, scientifiquement, physiologiquement. Par contre, la réponse qu'on n'a pas, c'est d'où vient l'impulsion électrique. Cette impulsion électrique, c'est une énergie qu'on connaît, hein, voilà,
cette électricité, qu'on retrouve d'ailleurs quand on enlève un pull en hiver, un pull en laine en hiver, qu'on va se mettre dans le noir pour l'enlever et qu'il y a toutes ces étincelles qui se forment. Et on ne s'est pas mis les doigts dans une prise avant, et on ne se met pas les doigts dans une prise pour se recharger la nuit. Donc cette énergie, on ne sait pas d'où elle vient, scientifiquement parlant. Alors peut-être que la physique quantique d'ailleurs va nous apporter des réponses un peu plus concrètes, justement, et donc des réponses scientifiques à ce niveau-là. Mais en attendant, au niveau spirituel, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on a bien capté maintenant. D'accord. Et on viendra sur l'intuition et le côté spirituel. Après, là, je vais juste terminer sur ton métier et le fait que il y a des gens qui sont un peu réfractaires ou voilà, qui te regardent de haut. Et si on te demande ce qui fait ta légitimité pour animer un atelier, par exemple, qu'est-ce que tu réponds? Que je prétends pas avoir la science infuse ou avoir plus de connaissances que d'autres. Après, j'ai un parcours de vie comme tout le monde, on va dire, mais j'ai un certain parcours de vie qui m'a amené à beaucoup me remettre en question et sur des choses à la fois magnifiques et d'autres plus complexes, plus compliquées, voire dramatiques. Et j'ai eu des gens qui m'ont tendu la main pour surmonter ces épreuves et c'est des clés que j'ai envie de donner aussi maintenant. Donc bien sûr, il y aura toujours quelqu'un qui peut être meilleur, qui peut avoir plus de connaissances, qui peut, etc., etc. Mais sur la légitimité, voilà, ça fait 10 ans que j'exerce. Et je pense maintenant pouvoir, et c'est ce que je fais de toute façon au quotidien, donner des clés de manière générale. Donc là, j'ai envie de le faire à une échelle un peu différente, en dehors du cabinet, en dehors des séances thérapeutiques, on va dire, et de transmettre d'autres clés de manière différente, et notamment au sein de l'école, quoi, tout simplement. Alors je sais, parce que je suis dans les petits papiers de la direction, qu'il y aura d'autres ateliers avec toi l'année prochaine sur les liens d'attachement, sur la manière de conscientiser sa posture et sur la façon de se protéger de ce qui ne nous appartient pas en tant qu'accompagnant, on va dire, de manière générale. Donc, ma question est la suivante. Comment, toi, tu prends du recul après une journée de travail où les clients viennent se déverser, en fait parce que c'est un peu ça. On vient poser ses problèmes sur la table. Ouais. C'est une question qui revient assez régulièrement et c'est un petit peu délicat comme réponse parce qu'en fait, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis gamin. Et en fait, j'ai de mon enfance, depuis mon enfance, en fait, ça m'a jamais vraiment impacté. Ce que vivent les autres, parce que j'ai toujours fait cette distinction. Alors, je le fais de manière naturelle, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu cette distinction. J'ai toujours fait cette distinction en fait depuis tout jeune en fait. Donc j'ai des souvenirs comme ça où très très jeune, à l'école, on venait se confier à moi, voilà, les autres élèves avec qui je m'entendais bien me racontaient leur misère, des situations où ça pouvait être sentimental, ou à la maison, ou à l'école, et ça a toujours été comme ça, mais j'ai jamais été impacté directement parce que j'ai toujours considéré que ça ne m'appartenait pas, justement. Donc, et cette distinction, je la fais encore à l'heure actuelle. C'est vrai que quand je ressors du cabinet, voilà, ça m'appartient pas. Il y a un exemple que je donne assez régulièrement comme ça, c'est et malheureusement, c'est déjà arrivé et pas qu'une fois. Mais si je reçois une enfant, ou un enfant d'ailleurs, que ça peut être garçon ou fille, parce que c'est déjà arrivé pour les deux, de 7, 8 ans, qui vient parce qu'il y a eu des attouchements ou des viols, ou etc. Et que je prends cette histoire émotionnellement, que ça m'impacte, peut-être que je vais m'effondrer devant cet enfant, que je vais me mettre à pleurer avec lui, etc., ou avec elle. Et en fait,
quelle est l'image qu'elle va avoir? Elle va avoir l'image que dans sa tête, ce qui va se passer, c'est ah, mais en fait, ce que j'ai vécu, ça amène de la tristesse, du chagrin, etc., etc. Donc ça va pas l'aider. Mm. À l'inverse, si je prends émotionnellement et que je me mets dans une colère et que je lui demande, bah écoute, ma chérie, tu sais ce qu'on va faire, hein, tu vas me donner ton adresse, et puis ton père ou ton beau-père, je vais y aller, puis je vais. Voilà. Bah là, non seulement c'est moi qui me mets dans la merde, Rire nerveux. Rire nerveux. voilà, non seulement c'est moi qui me mets dans la merde, mais en plus de ça, et encore pire, hein, c'est que l'enfant va avoir l'image de ah, mais ce que j'ai vécu amène de la colère, amène de la violence, amène de la vengeance, etc. C'est pas bon non plus. Alors que si simplement je prends mais sans être impacté, ben, je vais peut-être tourner le Rubik's Cube d'une certaine manière, mais lui redonner de manière à ce qu'elle ait des clés pour plus tard. Parce que ce qu'on ne sait pas maintenant, mais on le sait par rapport à certains thérapeutes d'ailleurs, qui ont vécu des choses particulières dans leur vie ou dans leur enfance, la chose qu'on ne sait pas tout de suite maintenant, c'est qu'est-ce que fera cet enfant plus tard. Mmh. Et peut-être que cet enfant deviendra thérapeute d'ailleurs, peut-être qu'il deviendra spécialiste par rapport à son vécu et qu'il aidera lui-même plus tard des enfants qui ont vécu la même chose. Donc l'idée en fait c'est de libérer la charge émotionnelle qui est liée à son vécu, mais d'en faire quasiment une force en fait, de transformer ça à ce que plus tard il en fasse quelque chose de beau, de noble, d'utile, peut-être. Parce que, bon, ça, je pense que ça arrive à tout le monde, mais parfois on est en contact avec des gens qui ont une énergie particulière et qui, enfin moi ça m'arrive, je vais parler de la petite expérience, bien sûr. Et ou qui ont une énergie particulière ou qui sont dans un état émotionnel très négatif fort. Ou... Et bah, en fait, moi je me prends plein fouet, je ne sais pas mettre de barrière ou je sais pas prendre de la distance. Enfin, en fait, je le ressens pas sur le moment, c'est après que je suis épuisée, je me dis ah oui, là j'ai pris tout ce qu'on vient de me donner gentiment. Ouais, je vois. Donc voilà, c'était ça la question. Est-ce qu'il... Enfin, bon, après... Ouais, je vois très bien. Bah là, ça se situe à deux niveaux, en fait. Là, ça se situe au niveau émotionnel ou au niveau énergétique, en fait. Donc, soit tu es pompé émotionnellement, et à ce moment-là, là, on va plus être dans... On va plutôt être dans de l'intellect, en fait. C'est d'apprendre à canaliser les pensées, à canaliser les dires, les faits, les gestes de la personne qu'on a en face de soi, et de ne pas rentrer dans la même émotion que l'autre. Donc là, on va être plutôt dans une technique, on va dire. C'est ça qui est difficile. Voilà, et alors que tu peux aussi être impacté donc énergétiquement par quelqu'un qui va avoir des énergies, comme tu disais, négatives, toxiques ou autres, voire sur d'autres sujets, ce qu'on appelle des pollutions, etc. Donc là, on rentre plutôt dans un apprentissage de se protéger énergétiquement. Donc là, ça passe par d'autres moyens, d'autres méthodes qui sont tout aussi accessibles, mais forcément différentes, quoi. Oui, alors là, si des gens très cartésiens nous écoutent et ne comprennent que les techniques du coaching, le plan de cours pour un enseignant, encore des procédures pour un personnel soignant, tout ça, l'énergétique, l'intuition, voire la spiritualité, ça peut ne pas les toucher. Bien sûr. Et pour autant, j'ai envie de dire que même si on est très cartésien et qu'on n'a pas ces ressentis, etc., on a forcément eu dans notre vie cette personne qu'on a croisée, qu'on connaît pas du tout. Alors ça peut être un collègue, par exemple, un nouveau collègue, et qui, dès le départ, au bout de 5 secondes, ça passe pas. On le connaît pas, ça passe pas. Mais c'est épidermique. C'est vraiment... Il y a un rejet de cette personne, et on comprend pas, on peut pas l'expliquer. C'est physique, c'est vraiment très intense comme ça. On peut pas l'expliquer. Alors, d'où ça vient? C'est pareil. On est sur quelque chose d'énergétique. Et sur un autre exemple aussi qu'on a tous plus ou moins vécu, et même quand on est... moi j'étais très cartésien étant plus jeune, mais malgré tout, on peut avoir aussi ces endroits, un lieu particulier, une maison, ou
peu importe, un lieu où on va pas se sentir bien. On ressent qu'il y a une lourdeur, on ressent qu'il y a quelque chose de toxique qui nous met un peu mal à l'aise ou etc. Il n'y a pas besoin d'être dans une ouverture spirituelle X ou Y pour avoir ce type de ressenti. Et puis des exemples comme ça, on en a, il y en a tous les jours en fait. Il y en a tous les jours. Donc c'est juste je dirais d'avoir un certain sens de l'observation et de laisser une porte entrouverte. Et on se rend compte qu'en réalité, cartésien ou pas, on a des ressentis, des perceptions Mhm. et des choses qu'on voit, qu'on ressent. Il y a mille et une choses qu'on ne peut pas expliquer à partir du moment où on commence un peu à observer le monde. Donc c'est de se mettre dans cette ouverture, j'ai envie de dire. Ok. Mais chacun son rythme. Et Ouais, oui. voilà, hein, il n'y a pas de jugement aucun là-dessus. Et pour continuer sur cette lignée, tout à l'heure, tu Mhm. parlais de spiritualité, il me semble. Est-ce que tu penses que dans le processus de guérison, c'est important, la spiritualité? Ça l'est à partir du moment où il y a une ouverture spirituelle. Je reçois bien évidemment des gens qui ont des ouvertures spirituelles très diverses et variées. Alors, ça peut être dans des croyances religieuses ou autres, ça peut être dans des croyances uniquement spirituelles, ou parfois des gens, encore une fois, très cartésiens, très terre-à-terre, etc., etc. Mais là, en fait, l'angle d'approche va simplement être un petit peu différent. Je vais m'adapter, je vais adapter mon discours, je vais adapter mon vocabulaire, etc., par rapport à la personne que j'ai en face de moi. Et, euh, et ça ne va pas forcément modifier quoi que ce soit, puisque le résultat sera le même. Mais simplement, forcément, quelqu'un qui va avoir une ouverture spirituelle peut aussi avoir des questionnements, voire des blocages qui vont être liés à cet univers-là. Tandis que quelqu'un qui n'a pas encore cette ouverture spirituelle n'aura pas ce type de problématique, Mhm. à mon sens. Hein. Ou alors, parfois ça peut arriver, et ça m'est déjà arrivé, euh, de recevoir, j'en ai un en tête là par exemple, euh, qui, lors de la prise de rendez-vous au téléphone, hein, me dit voilà, j'aimerais avoir un rendez-vous par rapport à ci, à ça, etc. Et il me dit par contre, moi, tous les trucs spirituels, énergétiques, etc., je veux pas entendre parler, ça m'intéresse pas, c'est hors de question. Donc est-ce que vous êtes capable de faire ça? Je dis oui, bien sûr, pas de souci, aucun problème, on va faire du pur technique et on va libérer les choses comme ça. Et donc c'est quelqu'un que j'ai reçu pendant pas mal de temps, parce que bon, il y avait pas mal de traumatismes, pas mal de choses à régler, on a pris le temps de faire tout ça. Et, et le problème, c'est que dès le début, au bout de, je sais pas, au bout de 10 minutes, je me suis dit merde, il y a des blocages énergétiques chez lui. Mhm. Et donc, forcément, je me posais la question comment je vais faire pour accéder à ça et comment je vais faire pour l'amener vers ça. Alors, ça a été long. De temps en temps, je tendais un petit peu des perches pour voir où il en était. Il écoutait, mais sans forcément réagir ou intervenir sur tout ça. Et, euh, et en fait, il a beaucoup avancé, beaucoup évolué, hein, donc, sur tout ce qu'on a pu faire de très technique. Donc il y a eu beaucoup d'améliorations dans sa vie, il a retrouvé un boulot, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses très très positives. Mais malheureusement, il y a des blocages qui persistent et qui demeurent chez lui parce qu'il y a toujours cette fermeture au niveau spirituel. Mais en fait, c'est dans son chemin de vie. Mhm. Et c'est de se positionner aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire que il n'est pas prêt pour l'instant. Donc ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de vouloir absolument ouvrir la porte, etc., etc. Ça se fera en temps et en heure. Ça se fera peut-être avec quelqu'un d'autre, ça se fera peut-être à la suite d'une expérience qu'il aura vécue, etc., etc. Mais de toute façon, si ça se fait pas maintenant, c'est que ça doit pas se faire maintenant. Donc en vrai, c'est ok, tout va bien. C'est dans son expérience de vie. Mhm. Alors évidemment, si je me mets dans mon mental, je me dis mais merde, quel dommage quoi, parce qu'on pourrait tout de suite là, hop, libérer le truc. Mais non. Mhm. Parce que dans son chemin de vie, bah, il doit peut-être subir cette situation encore pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, voire des Mhm. décennies. Ça peut arriver chez certains. Et c'est comme ça, et c'est ok, Oui, c'est ok, toi c'est dans tu t'adaptes en son fait chemin de vie. Ouais. à la personne qui est en face. Exactement, ouais.
Moi, je te connais comme un être très à l'écoute de tous sans distinction. C'est ta manière naturelle d'être inclusif. Et tu es aussi un homme avec un petit H. Apparemment. On sait maintenant que pour le même type de problème physique, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes symptômes, enfin Ouais, sur certains problèmes. ouais, ouais, bien sûr. Voilà, et donc le milieu médical commence à étudier la médecine pour les femmes. Mhm. Est-ce que dans ta pratique, tu abordes le soin des hommes et des femmes de la même manière? Enfin, pour les hommes et pour les femmes de la même manière. Ça dépend de la pathologie, ça dépend de la problématique. Mais oui, la plupart du temps, ouais, Tu fais une différence. ouais, quand même, Mm. ouais, quand même. Il n'y a pas du tout les mêmes perceptions. Il y avait ce fameux livre extraordinaire de mémoire, c'est John Gray qui l'a écrit, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, qui a été repris dans une pièce de théâtre qui a été interprétée par Paul Devendre, qui est extraordinaire aussi, qui exprime bien ces différences entre hommes et femmes et donc les perceptions qu'on a et les façons de s'exprimer, etc., etc. Donc, par rapport à un homme, c'est clair que je vais avoir un langage beaucoup plus clair et comme on dit, appeler un chat, quoi. Beaucoup plus direct. Beaucoup plus direct Ouais, ouais. parce qu'un homme, intellectuellement, va comprendre la métaphore, va comprendre une comparaison, va comprendre des figures de style un peu de ce genre, mais il va pas l'intégrer émotionnellement, en fait. Tandis que le côté féminin, bien sûr, qu'on parle en métaphore, qu'on parle en comparaison, qu'on parle dans un langage beaucoup plus euh, presque poétique, quoi. Parce que le côté féminin va être beaucoup plus impacté par ça et ça va être beaucoup plus parlant. Tandis qu'un homme, pas forcément. Alors certains, bien sûr, qui ont leur sensibilité et le côté féminin, justement, bien, bien présent, bien adapté. Moi, j'ai la chance d'avoir, et pour moi, c'est une chance, hein, d'avoir ce mélange. Je suis conscient de ma part féminine, de mon côté féminin, et c'est quelque chose qui me sert énormément et que je trouve beau, en fait. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est important, en fait. Et aussi, ça permet d'avoir cette écoute, à mon sens. Voilà. En tout cas, moi, je sais que ça m'est très utile. Merci, ça fait du bien de l'entendre. Est-ce que tu as une vision du monde vers lequel on se dirige et dans un deuxième temps, penses-tu que l'inclusivité, c'est une douce utopie? Ok. Voilà. Alors, bon, sans rentrer dans les détails et sans rentrer dans des précisions, qu'elles soient politiques ou géopolitiques ou autres, voilà, on va pas rentrer dans ces débats-là. Mais moi, de base, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc, pour faire très simple, j'ai envie de dire que on est sur une phase clairement de déclin, à échelle humaine, on va dire, qui, dans ma perception, me paraît quasiment inéluctable, mais pour rebondir sur du mieux. On est probablement, peut-être, à l'aube d'un effondrement, comme certaines autres civilisations ont pu le connaître auparavant. Mais pour moi, un effondrement qui maintenant est nécessaire. Et là où je tiens mon optimisme, c'est notamment par rapport aux gens que je reçois, et particulièrement certains enfants, et j'en reçois de plus en plus, très très jeunes, hein, qui ont, comme ils avaient un rôle à jouer plus tard, et comme si on pouvait déceler que ça allait être cette nouvelle génération qui allait apporter des nouvelles clés, et un nouveau départ en fait. Donc, et moi j'en suis vraiment intimement convaincu. Alors voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je reste quand même très optimiste là-dessus. Il y aura, je pense malheureusement, et j'espère pas, j'espère me tromper, peut-être une période un peu chaotique ou voire très chaotique. J'espère pas, mais en tout cas, ça sera ce qu'on appelle une destruction pour reconstruction, quoi. Mais de reconstruire sur des bases solides et beaucoup plus lumineuses qu'elles ne le sont même, à mon sens. Donc, et c'est en ça que
que l'inclusion intervient, en fait, quelque part. Parce que dans ces enfants que je cite, eh bien, il y en a certains qui peuvent être autistes, par exemple, trisomiques, qui peuvent avoir des particularités, TDAH, hyperactif, etc. Donc, et en fait, il faut absolument les inclure parce qu'ils ont des clés que nous, on n'a pas. Parce qu'ils ont des perceptions complètement différentes des nôtres, des ressentis différents, beaucoup plus précis souvent, beaucoup plus amplifiés. Et alors je dis pas que les solutions viendront uniquement de ces enfants-là, mais ils vont y contribuer, ça c'est certain. Ça c'est certain. Dans ma perception. Oui, on l'espère. Hein. Franchement, c'est une belle perception. J'espère que le travail de l'ECI va aussi y contribuer. Ouais, j'en suis convaincu. Voilà. Merci Steve d'avoir partagé avec nous ces quelques instants. Ah, dernière question. Est-ce que tu as le syndrome du héros ? Parce que ton patronyme ayant la même consonance que le héros, personnage mythique et légendaire qui accomplit des faits extraordinaires. Ouais. Alors, ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai des petites anecdotes comme ça où... c'est plus dans le côté féminin, évidemment, mais certaines femmes que j'ai pu recevoir m'ont confié... Alors, certaines se connaissaient, d'autres non. Me confiaient que quand quand on mettait un rendez-vous pour plus tard, dans leurs agendas respectifs, elles écrivaient mon nom de famille comme le héros. Ouais. Et tout en sachant que ça s'écrit comme le département, mais voilà, parce que c'est un peu comme ça qu'elle percevait, qu'elle me percevait. Alors j'ai absolument pas cette prétention, loin de là, et je suis le héros de personne. Moi je donne juste des clés, mais bon, je trouve ça vraiment touchant, quoi. C'est vraiment touchant. Après, par rapport à mon nom de famille en lui-même, en réalité, il y a une explication un peu plus subtile, puisque le héros, alors c'était avec un T simplement, au Moyen-Âge, un héros c'était un messager. C'était le messager qui apportait les missives, etc. Et c'est un mot qui résonne plus, du coup, pour moi, puisque au-delà d'apporter des messages, ou en tout cas de décoder les messages du corps, notamment, parce que ça fait partie des choses que je fais, du décodage biologique dans ma profession, mais c'est d'apporter des clés aux gens, donc quelque part de délivrer des messages. Donc oui, le patronyme n'y est sans doute pas pour rien. Eh ben, c'est une belle conclusion. Merci Steve Hérault. Merci à toi. Le messager.